Bonjour à tous. Donc, je suis Raphaël Janel, je suis avocate au cabinet Hugo Lepage et spécialiste en droit de l'environnement. Et avec Bertrand Delprat, que vous voyez, qui est ornithologue et gérant de la société Calidris, qui fait des expertises environnementales toute la journée, on avait envie de vous parler de la séquence ERC appliquée à la biodiversité. Alors, pour deux raisons principalement. La première, c'est que la séquence ERC, c'est un outil pour les porteurs de projets qui permet de prendre effectivement en compte la biodiversité et, par principe, de compenser les éventuelles atteintes de leur projet à la biodiversité. Pour faire face à l'érosion de la biodiversité, la prise en compte effective de celle-ci dans les projets, c'est un outil majeur. Et la seconde raison, c'est que la séquence ERC, elle fait l'objet d'une actualité jurisprudentielle forte et importante qu'elle permet de bloquer devant les juridictions des projets qui ont déjà été fait l'objet de nombreuses études, fait l'objet d'une autorisation et qui sont au stade de la réalisation. Donc, quand elle n'est pas bien prise en compte et appliquée, cette séquence ERC, ça peut entraîner le blocage de projets, la mise à l'arrêt totale de projets qui ont été portés pendant des années. Je pense notamment à des projets d'énergie renouvelable, puisqu'il y a une grosse actualité jurisprudentielle sur ces projets-là. Voilà les raisons pour lesquelles on voulait vous parler de cette séquence ERC et de la biodiversité. Donc, moi, je vais commencer par vous présenter le cadre juridique de la séquence ERC. Et puis, je reviendrai sur l'actualité jurisprudentielle qui est surtout liée à la dérogation espèces protégées. C'est celle-là qui bloque de nombreux projets. Et après, je laisserai la parole à Bertrand Delprat qui va rentrer dans le cœur du réacteur et les questions techniques, ce que c'est que la séquence ERC en pratique. Voilà, donc je vais lancer mon PowerPoint. Voilà, normalement c'est bon. Oui, c'est Alors, bon. parfait, merci Margot. Donc, je vais revenir très brièvement sur l'origine de la séquence ERC. C'est donc une séquence qui a été créée dans les années 50 aux États-Unis, qui portait sur deux volets, l'atténuation et la compensation surtout. Et puis, elle a été vraiment adoptée en France avec la loi de 1976 sur la protection de la nature, qui intègre cette séquence dans les études d'impact, qui crée aussi les études d'impact, et qui impose que dans les études d'impact, d'abord on analyse l'état initial de l'environnement où va s'implanter un projet, et qu'on prévoit des mesures pour supprimer, réduire et éventuellement compenser les conséquences dommageables pour l'environnement de ce projet. C'est donc E pour éviter, R pour réduire et C pour compenser. C'est une obligation qui a été aussi consacrée en droit européen, pareil dans le cadre de la réalisation des études d'impact en 1985. Donc voilà, c'est un principe qui a presque 50 ans en fait en droit français et qui a été formalisé vraiment en pratique par un outil de doctrine du ministère, qui a fait une note du ministère de l'Environnement, qui a fait une note en 2012, et qui vient préciser pourquoi on va mettre en place cette séquence et comment. Et on nous dit donc que la mise en œuvre de cette séquence ERC vise à assurer une meilleure prise en compte de l'environnement dans les projets, pour que ça fasse partie en fait des données de conception d'un projet comme les éléments techniques et au même titre que les éléments financiers. Comment on fait? C'est en généralisant l'application de la séquence ERC dans les pratiques des maîtres d'ouvrage, donc qui vont apporter un projet, et dans la pratique des services de l'État et des collectivités locales qui vont être amenés à donner leur avis sur le projet et aussi parfois, souvent, à autoriser un projet qui porte atteinte à l'environnement. Donc, c'est les maîtres d'ouvrage qui vont définir les mesures, éviter, réduire et compenser les impacts de leur projet. Cette séquence, on a vu qu'elle n'était pas assez efficace et donc la loi de reconquête de la biodiversité du 8 août 2016 est venue la renforcer. Elle part du constat d'un état et de perspectives de conservation préoccupant de la biodiversité, tant dans le monde qu'en France, bon, c'était un euphémisme,
Et la loi de 2016 vise à permettre la protection et la restauration de cette biodiversité en renouvelant la vision qu'on a de la biodiversité. Donc, elle a donné une définition de cette biodiversité et elle va aussi modifier les principes d'action à l'endroit de la biodiversité. Donc, la loi, comment elle a fait? Elle a adossé la séquence ERC qui était auparavant prise dans des champs réglementaires sectoriels de l'environnement, comme l'étude d'impact ou les installations classées pour la protection de l'environnement. Elle l'a fait entrer dans le champ des principes du droit de l'environnement, donc ils vont irriguer toutes les problématiques du droit de l'environnement. Et puis, elle a encadré le régime des mesures compensatoires des atteintes à la biodiversité. Elle a rendu obligatoire en fait cette compensation et avec un objectif renforcé, une obligation de résultat. Bon, elle a également consacré la réparation du dommage écologique en 2016, c'était bien. Voilà, alors maintenant on va rentrer dans le concept même de la séquence ERC. Donc les objectifs, c'est d'abord, quand on a identifié qu'un projet allait porter atteinte à l'environnement, c'est d'établir des mesures qui vont éviter les atteintes à l'environnement. Une fois qu'on a fait ça, on va essayer de réduire celles qui n'ont pas pu être suffisamment évitées, donc lorsqu'il demeure un impact à l'environnement. Et enfin, quand malgré ces mesures d'évitement et de réduction, il y a encore une incidence sur l'environnement, on va chercher à compenser les effets notables. Le respect donc de l'ordre de cette séquence constitue une condition indispensable pour permettre l'effectivité, pour s'assurer de la prise en compte effective de l'environnement dans un projet. Cette séquence, elle traduit une hiérarchie. D'abord, c'est que l'évitement, c'est la seule phase qui garantisse non-atteinte à l'environnement en question, et c'est la phase qui est à favoriser. Et ensuite, on voit que la compensation n'intervient qu'en dernier recours, c'est-à-dire quand tous les impacts qui n'ont pu être évités ou suffisamment réduits demeurent. Elle a un caractère subsidiaire, d'abord l'évitement et la réduction. Si encore qu'il y a quelque chose, on passe à la compensation. Et elle ne peut pas se substituer à l'évitement et à la réduction. Comme c'est technique, en fait, cette séquence, il y a le Commissariat général du développement durable, donc rattaché au ministère de l'Environnement, qui a publié en janvier 2018 un guide qui s'appelle Évaluation environnementale, guide d'aide à la définition des mesures ERC, connu aussi comme le guide TEMA, qui est destiné aux porteurs de projets pour les aider, pour leur donner des éléments méthodologiques pour élaborer ces mesures ERC dans l'élaboration de leur projet. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de définition textuelle qui va vraiment au-delà de ce que j'ai dit tout à l'heure, des mesures d'évitement, de réduction et de compensation. Donc, on a une définition doctrinale de la mesure d'évitement. C'est la mesure qui va modifier un projet ou une action afin de supprimer un risque d'impact négatif qui a été identifié sur l'environnement. La mesure de réduction, pareil, elle est définie de façon doctrinale, notamment par le guide TEMA dont je viens de vous parler. C'est celle qui est définie après l'évitement et qui vise à réduire des impacts négatifs, soit permanents ou temporaires d'un projet sur l'environnement en phase chantier et en phase d'exploitation. Et ensuite, les mesures de compensation. Donc, le cadre général de la mesure de compensation, c'est de compenser les effets négatifs résiduels après évitement et mise en œuvre des mesures d'évitement et de réduction. Et il y a des règles renforcées pour la compensation des atteintes à la biodiversité. Donc, la compensation des effets négatifs sur la biodiversité, elle est précisée et renforcée, comme je vous l'ai dit, par la loi de 2016. Donc, c'est assez récent. L'objectif de ces mesures de compensation est désormais précisé et contraignant, c'est-à-dire que le projet, avec les mesures de compensation, doit aboutir à une absence de perte nette de biodiversité et même tendre vers un gain de biodiversité. C'est un objectif qui est valable tant pour la biodiversité ordinaire que pour celle qui est attachée à des espaces naturels rares ou à des espèces protégées. La compensation biodiversité exclut la compensation financière, comme ça peut être le cas, par exemple, dans le défrichement, où on peut compenser en versant de l'argent à un fonds. Là, ce n'est pas possible pour la biodiversité. Il y a deux principes directeurs des mesures de compensation, c'est-à-dire qu'il y a un principe d'équivalence écologique. Donc, pour la compensation, pour les mesures de compensation, pour les penser, il faut tenir compte des espèces qui sont atteintes, des habitats naturels et des fonctions écologiques qui vont être affectées par le projet pour pouvoir avoir une équivalence écologique par la mesure de compensation.
par exemple, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'équivalence, la mesure de compensation ne peut pas se réduire à seulement compenser la perte d'un hectare de zone humide par la création d'un hectare de zone humide. Il faut avoir en amont identifié quelles sont les fonctions, quelles sont les espèces qui sont présentes au sein de la zone humide qui va être détruite ou affectée, et puis quelles sont les fonctions écologiques de la zone humide qui vont être affectées pour que celle qu'on va créer en compensation remplissent les mêmes fonctions écologiques et portent sur les mêmes espèces. Donc ça, c'est le principe d'équivalence écologique. Et il y a aussi un principe de proximité, donc, qui veut que les mesures de compensation soient par priorité mises en œuvre sur le site qui va être endommagé par le projet ou bien en toute proximité. Les textes, la loi précise également les modalités de la compensation. Les compensations peuvent être mises en œuvre de façon directe ou indirecte par le porteur de projet, ou les deux. La compensation directe, ça va être la mise en œuvre par le maître d'ouvrage directement. Mais il y a des limites. Parfois, le maître d'ouvrage n'a pas les compétences techniques nécessaires pour le faire. Donc, il doit s'adjoindre les services d'un écologue. Et il n'a parfois pas la maîtrise foncière non plus des terrains qui vont supporter les mesures compensatoires. Donc là, on va passer en compensation indirecte. Le maître d'ouvrage va pouvoir confier contractuellement à un tiers, qu'on appelle un opérateur de compensation, la réalisation des mesures de compensation. Et puis, il y a une compensation. Il peut aussi acquérir des unités de compensation pour compenser les effets de son projet. Les mesures de compensation sont soumises à une obligation de résultat. On veut être sûr qu'on va avoir une absence de perte nette de biodiversité ou de gain. L'objectif de la réglementation, c'était de renforcer les contraintes sur la compensation pour qu'elle ne se substitue pas à des mesures d'évitement ou de réduction des impacts du projet. Cette obligation de résultat, comment elle se traduit concrètement? C'est qu'il y a une possibilité de rejet du projet si les mesures compensatoires ne sont pas jugées satisfaisantes pour atteindre cette absence nette de perte de biodiversité. Alors, on voit là déjà un premier nid à contentieux, c'est que c'est ce caractère satisfaisant des mesures pour compenser les atteintes. La notion de satisfaisant, elle est laissée à l'interprétation du porteur de projet et donc après des services de l'administration et du juge si le projet est contesté. L'obligation de résultat, elle se traduit aussi par une absence de limitation de durée dans la mise en œuvre des mesures de compensation. Elles vont durer tant que les atteintes du projet à l'environnement, à la biodiversité durent. Il y a une obligation aussi de suivi. On ne va pas laisser faire des mesures de compensation et pas vérifier qu'elles sont assez efficaces et qu'elles atteignent bien le but recherché. Et ça implique du coup que l'administration, donc qui est destinataire de suivi, de rapports de suivi, peut, si elle estime que les mesures ne sont pas assez efficaces, prescrire des mesures complémentaires dans le cadre de l'exploitation du projet, par exemple, imposer des éléments compensatoires complémentaires et même exiger la constitution de garanties financières pour s'assurer que le porteur de projet va bien les mettre en œuvre. Et le dernier point de l'obligation de résultat, ça se traduit par un régime de sanction en fait, du non-respect des mesures de compensation. Il y a une procédure spécifique qui doit être mise en œuvre, mais si elle aboutit, il peut y avoir une consignation des sommes nécessaires à la mise en œuvre des mesures de compensation et une exécution d'office en lieu et place du maître d'ouvrage par l'administration. Donc, c'est vraiment un régime contraignant pour assurer cette obligation de résultat des mesures de compensation. La biodiversité, ça a déjà été évoqué dans la séquence ERC, je vous ai présenté les grands principes. Là, sur la biodiversité, il y a une définition qui a été donnée par la loi biodiversité en 2016. Je vous l'ai mise dans le PowerPoint, reproduite in extenso. Il faut voir juste pour nous que ça ne s'arrête pas en fait à des espèces de faune, de flore, mais c'est bien quelque chose de bien plus général. Ça comprend les écosystèmes terrestres, donc les interactions entre les différentes espèces qui sont dans cet écosystème, et puis la diversité au sein des espèces et entre espèces.
Bon, j'ai fait un résumé. Mais l'idée de cette définition de la biodiversité, c'est qu'il s'agit de protéger la nature, l'ensemble de la vie biologique, et pas privilégier la protection de certaines espèces exceptionnelles ou rares. Une fois qu'on a dit ça, la séquence ERC et la biodiversité présentent un risque contentieux très important dans la réalisation de projets d'énergie renouvelable, les créations de zones d'aménagement par des collectivités locales ou la réalisation d'un projet industriel. Parce que déjà, d'une part, on a vu que dès lors que ce projet vient porter atteinte à la biodiversité, si l'administration considère que les atteintes ne peuvent être ni évitées, ni réduites, ni compensées de façon satisfaisante, elle peut refuser l'autorisation de réaliser le projet. Donc, c'est un vrai point bloquant. C'est un contentieux qui est aujourd'hui foisonnant et bloquant pour beaucoup de projets, notamment depuis la réforme de l'autorisation environnementale. Donc ça, c'est une réforme qui date de 2017 et qui prévoit que maintenant, on intègre à l'autorisation loi sur l'eau, qui est souvent nécessaire pour des aménagements importants, pour artificialiser des sols, ou l'autorisation installation classée pour la réalisation de projets industriels. Donc, on intègre à ces autorisations administratives-là plusieurs types d'autorisations et notamment l'autorisation de porter atteinte à des espèces protégées. Donc, elle va inclure la dérogation, elle inclut depuis 2017 la dérogation espèces protégées qui prévoit un principe d'interdiction stricte d'atteinte à certaines espèces de faune ou de flore dites protégées. Et cette réglementation de législation spécifique espèces protégées, c'est un vrai levier pour protéger la biodiversité. Et je dirais que les justiciables s'en sont saisis pour attaquer beaucoup de projets, donc le type de projet dont je viens de parler, et ça afflue devant les juridictions depuis 5 ans. Donc c'est une réglementation dont les contours, l'appréciation sont encore à la main des juges et pas complètement unifiés. Je reviendrai là-dessus un peu après. Avant de rentrer dans le détail de ce contentieux-là, dérogation espèces protégées et la séquence ERC, je vais vous préciser brièvement ce que c'est que la biodiversité protégée. Donc, c'est une protection spécifique de certaines espèces qui est prévue par le droit européen et le droit français. Le motif de cette protection, c'est que le législateur tant français qu'européen s'est rendu compte que la préservation de certaines espèces, dont la survie est menacée, est indispensable au développement durable. Et il interdit donc le législateur, par principe, toutes les atteintes qui pourraient être portées à ces espèces-là. Ça peut être, par exemple, une atteinte qui consisterait en la destruction de spécimens, des espèces comme le triton palmé, par exemple, ou la loutre. Et ça va jusqu'à l'interdiction de les perturber intentionnellement, dans leur site de reproduction, par exemple, ou dans leur zone de repos. La logique, c'est que les atteintes aux spécimens d'une espèce ou les entraves à leur reproduction ou à leur alimentation peuvent entraîner la disparition de certains spécimens et de l'espèce quand il y en a très peu. Donc l'objectif de cette interdiction, c'est de favoriser le maintien de la biodiversité et de contribuer au développement durable. Les espèces qui sont concernées, il y en a beaucoup quand même. Ce sont les espèces qui sont listées en annexe des directives européennes oiseaux et habitats. Je précise à cet égard que la Cour de justice de l'Union européenne a pris une décision le 4 mars 2021, au terme de laquelle on va considérer que tous les oiseaux sauvages sont des espèces à protéger, des espèces protégées. Donc ça fait beaucoup d'avifaune à protéger. Et au niveau français, les espèces qui sont protégées, elles sont listées par arrêté ministériel, comme par exemple l'arrêté du 23 avril 2007 qui fixe la liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de protection. On en a un pour les amphibiens et les reptiles, pour les chiroptères, pour les mammifères. Voilà, il y en a plusieurs. Et il y a une liste nationale et il y a aussi des listes régionales. Je surveille le temps. Je me dépêche. Donc, je vais rentrer. Et donc cette biodiversité protégée, le principe, c'est une interdiction d'atteinte. Donc, en théorie, on pourrait plus rien faire dans les zones naturelles où se trouvent ces espèces protégées. Bon, c'est pas l'idée du législateur. Il a
introduit un régime dérogatoire qui fait que pour certains projets importants, qui présentent une importance vraiment particulière, on peut avoir une dérogation et détruire des zones de reproduction ou certains spécimens. Pour ça, il faut une dérogation et cette dérogation, elle impose de justifier de cette opportunité particulièrement importante du projet et de l'efficacité des mesures de compensation qui vont être mises en œuvre pour s'assurer que l'espèce ne va pas, in fine, disparaître si on a plein de projets qui font l'objet d'une dérogation. Le moment, en fait, le degré d'atteinte qui devait être caractérisé pour disposer d'une dérogation espèce protégée, pour demander une dérogation espèce protégée, faisait l'objet de jurisprudence un peu avec des marges d'interprétation. Ce n'était pas la même sur tout le territoire jusqu'à la fin de l'année 2022. Le déclencheur de la nécessité de déposer une demande de dérogation, ça pouvait être le constat d'un effet faible, en fait, après mesure d'évitement et de réduction sur des spécimens d'une espèce protégée ou sur leur habitat, voire, pour certaines juridictions, d'un effet nul. Donc, dès lors qu'on n'avait pas d'effet nul, il fallait demander une dérogation. Le Conseil d'État avait été saisi d'une question visant à éclaircir ce degré d'atteinte au-delà duquel on doit obtenir une dérogation pour unifier la jurisprudence en fait, sur le territoire national. Donc, il a rendu un avis qui était très attendu le 9 décembre 2022. Je vous ai reproduit les considérants de principe. Et pour ce qui nous concerne, il a précisé que pour savoir s'il y avait lieu d'obtenir une dérogation espèce protégée, il fallait un risque suffisamment caractérisé après mise en œuvre des mesures d'évitement et de réduction. Donc, pour caractériser ce risque suffisant pour les espèces, on ne prend pas en compte les mesures de compensation et les mesures d'évitement et de réduction doivent présenter des garanties d'effectivité. Une fois qu'on a dit ça, on voit qu'il y a déjà un contentieux qui va continuer sur qu'est-ce qu'une mesure de compensation, par exemple, et en quoi les mesures d'évitement et de réduction qui sont proposées sont suffisamment effectives. On voit déjà ça se dessiner. Alors même que cet avis il date que du 9 décembre 2022. Comme c'était un arrêt très attendu, il y avait beaucoup de juridictions qui avaient mis en attente l'instruction de certains de leurs dossiers pour voir la position du Conseil d'État. Donc, on a déjà, même si ça fait que 3 mois, une jurisprudence importante qui a été rendue après l'avis du Conseil d'État. Quand on analyse cette jurisprudence, on se rend compte que le juge, pour apprécier s'il faut ou pas une dérogation espèce protégée, va prendre en compte, évidemment, l'étude d'impact, c'est la base, l'avis de l'autorité environnementale, l'avis de l'administration des services de l'État, donc la DREAL, et puis l'avis du Conseil national de la protection de la nature ou du Conseil régional. Il va aussi prendre en compte les mesures qui ont été éventuellement prescrites par l'administration. Ça peut être des mesures, par exemple, de réduction. Et puis, les éléments qui vont être apportés par les parties qui contestent le projet ou qui le portent, parce qu'il peut y avoir un refus d'autoriser le projet parce que la dérogation ne peut pas être délivrée, ou bien un projet qui a été autorisé et les opposants considèrent que la dérogation ne devait pas être délivrée. Donc, les éléments qui vont être apportés par les tiers, ça peut être une tierce expertise écologique qui va porter sur les mesures de ERC. Et donc, je pense que Bertrand reviendra là-dessus parce qu'on a travaillé ensemble sur plusieurs projets au contentieux pour défendre ou accompagner ou contester. Donc, voilà, pour les éléments sur lesquels s'appuie le juge pour faire son appréciation. Le juge va aller regarder, il va rentrer dans le détail, hein, il va regarder les espèces qui sont impactées et puis le type d'incidence qu'il y a sur les espèces. Il va voir, par exemple, s'il y a une destruction de spécimens, s'il y a une détérioration, une destruction de zones de reproduction de repos, de quelles espèces. Par exemple, il va aller regarder si le changement d'occupation des sols qui est prévu par le projet est néfaste pour les espèces présentes, l'avifaune ou bien les amphibiens ou encore d'autres types d'espèces. Ensuite, le juge administratif va même apprécier l'efficacité et l'effectivité des mesures. Donc, il va se baser, comme je l'ai dit, sur l'étude d'impact et puis sur l'appréciation de l'autorité environnementale qui donne un avis indépendant en fait sur l'étude d'impact et les éventuelles contre-expertises.
le juge ne va pas forcément qualifier des mesures d'évitement ou de réduction, mais il va les prendre en compte pour apprécier leur efficacité. Par exemple, il va prendre en compte, pour la vie-faune, la préservation de zones d'intérêt comme les secteurs boisés ou les haies sans qualification. Donc, son contrôle va loin. Et puis, il va même jusqu'à requalifier des mesures qui ont été dénommées de réduction ou d'accompagnement par le porteur de projet dans l'étude d'impact en mesure de compensation. Je vous ai mis les références. Et enfin, le juge va même aller jusqu'à évaluer le risque résiduel, c'est ce que lui a demandé le Conseil d'État, après mesure d'évitement et de réduction. Donc ça, il va aller regarder l'effectivité des mesures pour chaque catégorie des espèces, voir si pour les amphibiens, les mesures d'évitement d'évitement et de réduction sont suffisantes pour aboutir à un risque non caractérisé. Il va faire la même chose pour la vie-faune ou pour les chiroptères, si ça lui est demandé, évidemment. Et alors maintenant, plus spécifiquement sur le risque en question qui doit être caractérisé pour savoir si oui ou non on a besoin d'une dérogation. Alors, sur l'avis du Conseil d'État du 9 décembre 2022, il y a le rapporteur public qui a expliqué au Conseil d'État comment il estimait qu'on devait apprécier ce risque. Il a précisé qu'il s'agissait de tomber à un niveau de risque si réduit qu'il puisse être regardé comme accidentel. Ça serait donc un niveau qui serait situé quelque part entre faible et infinitésimal. Et c'est celui-là qu'on pourrait qualifier de négligeable. Et au-dessus duquel on va devoir avoir une dérogation, en deçà duquel on n'aura pas besoin de dérogation. Le Conseil d'État n'a pas retenu cette précision sur ce niveau de détail dans son avis. Il a retenu un risque caractérisé. Donc là, il y a vraiment une marge d'appréciation. Et donc, il y a quelques exemples de jurisprudence qui sont venus apprécier ce risque négligeable. Et par exemple, il y a une cour qui a considéré que s'il y avait un risque de destruction d'espèces qui demeurait pendant le chantier, par exemple pour des espèces à mobilité lente ou qu'il y avait un nid pour les oiseaux nicheurs, eh bien là, il y avait un impact suffisamment caractérisé et il fallait une dérogation. Le juge a pu considérer que le calendrier qui avait été prévu pour la réalisation des travaux ne permettait pas de diminuer le risque jusqu'à ce qu'il ne soit pas significatif, notamment pour des amphibiens ou des reptiles. Et là, il a dit encore une fois qu'il fallait une dérogation. Et il y a même des juges qui sont allés, quand la décision dont j'ai parlé tout à l'heure, où le juge avait requalifié des mesures de réduction ou d'accompagnement en mesures de compensation, il a considéré que si, avec des mesures de compensation, il y avait un risque faible, alors si on enlevait les mesures de compensation, comme le prévoit le Conseil d'État, pour savoir si oui ou non il faut une dérogation, alors le risque, en réalité, il était bien significatif, caractérisé, et dans cette hypothèse-là, il fallait une dérogation. Voilà pour le cadre juridique. Je vais laisser maintenant la parole à Bertrand et puis après on répondra à vos questions. Bertrand, c'est à toi. Je te remercie, Raphaël. L'exposé est déjà plus que très complet. Quelques précisions, plus de l'ordre du développement du projet et de la sémantique. C'est que les mesures ERC, elles viennent une fois la variante finale du projet définie. Et la variante finale de ce projet, en fait, elle découle d'une démarche itérative où le porteur de projet va devoir intégrer tous les types d'impact sur le paysage, sur la santé, sur l'étude de danger et sur la faune et la flore, sans hiérarchisation d'une thématique par rapport à l'autre. Et c'est sur la base de cette variante qu'il va définir que la démarche ERC sur la faune et la flore va devoir être réalisée. L'autre chose qui est importante également à avoir en tête, c'est que l'évitement, ce n'est pas nécessairement l'évitement des enjeux, mais c'est l'évitement des impacts. La nuance est importante parce que, par exemple, dans le cadre d'un projet éolien, vous pouvez avoir un enjeu important sur la conservation d'une espèce, mais quand vous développez votre projet, vous êtes capable d'avoir un impact qui est évité ou suffisamment réduit pour cette espèce et pourtant toute la zone peut être un enjeu fort pour cette espèce. Donc au final, ce qui est important, ce n'est pas le niveau d'enjeu de départ, mais c'est bien le niveau d'impact qui dépend de la sensibilité de l'espèce au projet qui est développé.
Les mesures d'évitement, finalement, c'est assez simple, c'est une question de bon sens. C'est éviter du point de vue de la localisation de l'implantation du projet, c'est éviter la zone de reproduction de la grenouille rousse, par exemple, c'est éviter d'avoir à couper des arbres où on a du cran capricorne qui est présent. C'est également un évitement temporel. Je ne fais pas mes travaux pendant que mes oiseaux se reproduisent et effectivement là j'ai un évitement du risque de mortalité lorsque vous êtes dans le cadre de la coupe d'arbres par exemple. Si vous coupez vos arbres lorsque les oiseaux ont fini leur cycle reproductif, qu'il n'y a plus d'individu qui est dépendant, eh bien le risque de mortalité est évité. Les mesures de réduction, finalement, c'est en quelque sorte une mesure d'évitement qui est imparfaite. C'est par exemple ce que l'on aurait dans le cadre d'un projet éolien avec un bridage des éoliennes en fonction de conditions écologiques où on sait qu'on va réduire le risque de mortalité de manière très importante, mais il subsiste toujours la part des anges pour les amateurs de whisky, cette petite part de risque dont on ne peut jamais se défaire parce qu'on travaille dans la nature et qu'on a toujours des marges d'erreur qui font que même avec un très bon bridage, on n'est jamais à l'abri d'une mortalité de chauve-souris, d'une mortalité d'oiseau. C'est également les systèmes de pilotage intelligent des éoliennes qui laissent planer malgré tout ce petit risque résiduel. Donc ça, c'est les mesures de réduction. Les mesures de compensation, pareil, c'est finalement une histoire de bon sens quand on relit les fiches du guide TEMA. C'est lorsqu'il vous reste un impact résiduel sur une espèce, un impact qui est non évité ou insuffisamment réduit, et bien pour ces espèces-là, il faut compenser. Le corollaire de cette compensation, lorsqu'on a des espèces qui relèvent de l'article 5 de la directive oiseaux, ou qu'on a des espèces autres, d'autres taxons qui sont protégées, et on tombe dans un régime dérogatoire. Typiquement, lorsque vous impactez un habitat de reproduction de la grenouille rousse, par exemple, eh bien, vous n'avez pas pu l'éviter puisque vous l'impactez directement. Vous ne pouvez pas plus que ça le réduire puisque vous le détruisez totalement. Eh bien, le corollaire, c'est je dois compenser et pour compenser, eh bien, je dois solliciter une dérogation puisqu'il s'agit d'une espèce qui fait l'objet d'une protection en droit français. Donc, la compensation, c'est extrêmement simple. Un impact résiduel, quel qu'il soit sur une espèce ou un volet un volet d'habitat, eh bien, je dois compenser. Si cette compensation vient au regard d'un impact sur une espèce protégée, c'est une dérogation directement, soit sollicité auprès du CSRPN pour les espèces à compétence régionale, soit sollicité auprès du CNPN pour les espèces qui sont à compétence ministérielle. Comme le disait Raphaël tout à l'heure, lorsque vous allez avoir un impact, lorsqu'on va avoir un impact sur des espèces qui ne sont pas protégées réglementairement, eh bien, on peut mettre en œuvre des mesures compensatoires qui ne tombent pas sous le coup d'une dérogation, des mesures compensatoires relatives à la loi biodiversité qui vont compenser une perte de biodiversité qu'on ne va pas attribuer à telle ou telle espèce, mais plus à la biodiversité en général, et qui là pourrait être mise en œuvre hors cadre réglementaire, hors cadre dérogatoire. Ces points qui peuvent paraître des points de détail sont quand même des points qui sont particulièrement importants, tant dans la définition des mesures que dans le cas de leur mise en œuvre, puisqu'on a eu plusieurs cas de contentieux sur lesquels on travaille avec le cabinet Hugo Lepage, où le fait d'attester d'un impact sur une espèce protégée, même avec un nombre d'individus extrêmement réduit, permet au juge de retoquer en quelque sorte le projet. Et de même, si les mesures qui ont été mises en œuvre de manière satisfaisante d'un point de vue physique, puisque là on était sur des questions de mise en défense de chantier, eh bien le juge a requalifié, a constaté qu'il n'y avait pas cette obligation de résultat dans les mesures et a permis de retoquer le projet. Donc
La dernière chose à laquelle il faut être également il faut être vigilant dans la manière de rédiger ce volet de mesures ERC, c'est de bien lister toutes les espèces qui relèvent de protection nationale ou européenne, pour bien attester de la démarche ERC pour chacune de ces espèces, en fonction des différents impacts auxquels elles sont soumises, de manière à bien mettre en évidence l'impact résiduel à l'issue de l'évitement et de la réduction pour vérifier que les effets sont évités ou suffisamment réduits ou pas, et donc de la nécessité de mettre en œuvre une compensation, et également les espèces qui ne sont pas réglementairement protégées, qui doivent être traitées, alors soit par groupe, soit par taxon, mais qui en tout cas doivent apparaître dans cette démarche itérative, de manière à ce qu'il n'y ait aucun doute quant à la prise en compte de ces différents aspects du dossier pour sa sécurité juridique. Peut-être une précision, tout à l'heure Raphaël parlait par exemple de l'impact que peut avoir le changement d'occupation du sol sur la capacité d'espèces à poursuivre leur cycle écologique sur la zone. Cette notion est vraiment importante et doit être traitée avec vraiment beaucoup d'attention, parce que dans les arrêtés d'application de la réglementation espèces protégées, il est bien question d'une interdiction de destruction ou d'altération des éléments physiques ou biologiques qui le repos ou la reproduction des espèces, pour autant que cela remette en cause l'accomplissement du cycle écologique de ces espèces. Et donc, cette question de la capacité des espèces à poursuivre la réalisation de leur cycle écologique avec succès sur les zones impactées par le projet est vraiment importante et doit être faite avec attention, parce que c'est également une source de contentieux si la question n'est pas traitée de manière suffisamment précise et documentée. Voilà rapidement. Si vous voulez, je pense qu'on doit pouvoir passer aux questions, parce que je risque de me redire et puis surtout de paraphraser ce qu'a exposé Raphaël. Alors, on a une première question. Est-ce qu'un entrepreneur agricole est soumis à la séquence ERC, par exemple pour destruction de prairies en ZNIEFF de type 2? Voilà. Alors, oui. Donc, lorsqu'on est en SNIEF, donc les SNIEF 1 ou SNIEF 2, ce sont des zonages qui n'ont pas de rapport avec la réglementation espèces protégées. Ce sont des zonages d'inventaire. Donc là-dessus, c'est pas parce qu'on est dans une SNIEF 1 ou une SNIEF 2 qu'il y a une obligation particulière en plus. L'obligation réglementaire, c'est de respecter la réglementation espèces protégées, de non-atteinte, de protection stricte des espèces, relativement à des agriculteurs, mais on n'est pas dans le cadre d'une consultation. Il me semble qu'il y a là-dessus, moi je suis un peu en limite de compétence, il me semble qu'il y a un régime spécial dans le cadre de la réalisation de leur activité habituelle. Mais ça, c'est pas de mon ressort, mais le fait d'être en SNIEF 1 ou 2 n'a pas d'incidence spécifique. Alors, en effet, oui, il n'y a pas d'incidence particulière au fait d'être en SNIEF. Par contre, le retournement de prairies, il y a certaines prairies qui font l'objet d'une protection particulière. Et donc là, il faut, de mémoire, il me semble, une autorisation ou peut-être une déclaration, et le préfet peut s'y opposer. Et dans la mesure où ça pourrait porter atteinte à la biodiversité, pour moi, il y a nécessité de mettre en œuvre de démontrer qu'on a appliqué une séquence éviter, réduire, compenser. Alors, on a une autre question. Alors, bonjour, si je comprends, la compensation est prévue pour les nouveaux projets, mais qu'en est-il en matière de pollution de sites existants, par exemple? Comment réparer une atteinte à la biodiversité sans avoir fait un inventaire préalable? Alors, ça dépend, comme ça, je dirais, ça dépend à quel stade on en est, c'est-à-dire, est-ce qu'on est déjà sur un site qui est pollué et on veut essayer de faire la compensation sur ce site? Donc, à titre, par exemple, de mesures compensatoires d'atteinte à la biodiversité qu'on aurait fait sur un autre site. Là, l'état initial, l'état préalable, ça va être ce qu'on trouve sur ce site endommagé ou ce site pollué. Et la compensation, on va devoir montrer que les mesures qu'on envisage de mettre en œuvre sur ce site-là
vont bien apporter un gain de biodiversité. Voilà ce que je peux dire. Peut-être Bertrand, tu as quelque chose à ajouter? La question est un peu précise, mais en même temps assez vague. Je comprends que sur un site où on n'aurait pas de données environnementales, comment fait-on pour calculer la compensation qu'il faudrait mettre pour renaturer? Je pense que de toute façon, c'est quelque chose qui serait du ressort du juge qui serait sollicité sur une telle question, et c'est à lui qu'il appartiendrait de fixer le niveau de cette compensation. Mais je ne crois pas qu'il y ait de. En tout cas, je ne suis pas au courant de documents qui viendraient encadrer ce genre de choses. Je pense que c'est laissé à la libre appréciation du juge en fonction des éléments des éléments de l'environnement qui seraient impactés par cette pollution. Voilà, mais je ne peux pas en dire beaucoup plus. Alors, on a une autre question qui est cette fois relative au choix du lieu de compensation. Quels sont les critères jurisprudentiels actuellement prégnants? Ce choix du lieu doit-il être en correspondance avec les caractéristiques de la composition substrat du sol, physico-chimique, qui sera endommagée par la réalisation du projet? Exemple, un projet à réaliser sur un milieu sableux ne pourrait-il être compensé que par un autre milieu sableux? Alors, moi, je vais vous parler pour la biodiversité, c'est que si sur ce milieu sableux, il y a le papillon qu'on retrouve, mais qu'on retrouverait sur un milieu argileux à côté, la question n'est pas la question de substrat, la question elle est liée à l'espèce. Après ça, s'il y a une compensation au niveau du sol, là, c'est peut-être plus sur des questions loi sur l'eau, mais on est loin de la biodiversité, donc j'ai du mal à vous répondre. Mais pour la compensation en matière de biodiversité, il y a un principe d'équivalence, c'est-à-dire que vous impactez des habitats d'outarde canepetière, et bien vous compensez des habitats d'outarde canepetière. Voilà. Pour la géologie, là, c'est hors de mes compétences. Ouais, moi, j'ai pas de recul sur ce point-là en jurisprudence, mais je crois que, comme le dit Bertrand, le critère à retenir, c'est l'équivalence écologique. C'est-à-dire que vous devez compenser avec un site qui rend les mêmes services que celui qui a été, auquel le projet porte atteinte. Alors, une autre question. Dans la hiérarchie des normes de Kelsen, la jurisprudence de la CJUE du 4 mars 2021, généralisant la protection à tous les oiseaux sauvages en général, invalide-t-elle la réglementation française sur une liste limitée de protection d'oiseaux pour lui substituer une protection générale? Alors, dans la hiérarchie des normes, en effet, le droit européen, donc la jurisprudence de la Cour de l'Union européenne, c'est du droit européen, prime sur les lois françaises et les règlements. Alors, à ma connaissance, ça n'a pas été retenu par les juges, mais donc on pourrait considérer que toutes les espèces d'oiseaux, et pas seulement celles qui sont listées à l'arrêté ministériel de 2009, je crois, font l'objet d'une protection stricte. Ma réponse est oui. D'accord. Alors, autre question. Pour les sites miniers existants avant 2016, y a-t-il une obligation de renaturation en termes de biodiversité? Et comment définir le degré de reconstruction? Existe-t-il des seuils? Alors là, on sort un peu de la séquence ERC. Donc, on est dans la remise en état d'un site minier. Ça, c'est une réglementation qui est très ancienne. Alors, je ne crois pas qu'il existe une obligation de renaturation, mais j'en suis pas certaine. Pour moi, on applique un régime qui est un peu similaire à celui des installations classées et qui, du coup, vise à déterminer au moment où on arrête la mine. Donc là, vous me parlez de sites antérieurs dont l'activité a cessé avant 2016. Donc, donc on a déterminé déjà l'usage du site avant 2016. Je ne crois pas qu'il y ait des usages de renaturation qui soient imposés, mais ça me paraît possible. Et là, la renaturation, c'est un usage qui a été fixé dans la réglementation à l'été dernier.
Donc, j'ai pas le recul nécessaire. Ça mériterait de creuser un peu plus pour savoir en quoi ça consisterait exactement. Voilà. Alors, autre question. Quel est votre avis sur l'effectivité de la mise en œuvre de la séquence ERC? La trouvez-vous véritablement efficace et appliquée? Ça dépend du maître d'ouvrage. Il y a des maîtres d'ouvrage qui s'appliquent, je pense en particulier dans le cadre des énergies renouvelables, à mettre des séquences ERC qui sont particulièrement pertinentes, particulièrement travaillées, importantes en termes de mesures, même d'un point de vue strictement financier. Et aujourd'hui, on voit que les projets énergie renouvelable, certes, n'ont pas une mortalité totalement nulle pour les oiseaux ou les chauves-souris, par exemple, mais aujourd'hui présentent dans l'ensemble un niveau d'impact sur l'environnement qui est plus que très acceptable. Et en revanche, on constate qu'il y a certains maîtres d'ouvrage qui mettent en œuvre des séquences ERC particulièrement, j'allais dire, indigentes, et qui sont capables de vous expliquer que, comme ils ne vont impacter que des espèces protégées communes, là, sur un projet au nord de Nantes, eh bien, il se justifie de ne pas mettre en œuvre de mesures ERC parce qu'on est sur de la nature commune et que ces espèces protégées communes n'ont aucun intérêt. Donc après ça, tout dépend le niveau d'implication et j'allais dire de conscience de la planète de chaque maître d'ouvrage. Mais voilà, il y a certains qui l'appliquent avec, j'allais dire, normalement, et puis vous avez toujours des gens qui sont capables d'être un peu borderline et puis de jouer sur les mots et d'essayer de vous expliquer que la destruction de l'habitat de telle espèce de grenouille eh bien, ne justifie pas la mise en œuvre de mesures compensatoires. Voilà, le jour où vous allez voir un juge et que vous avez des gens qui demandent simplement la préservation de leur cadre de vie et de l'environnement dans lequel ils vivent, eh bien, ce jour-là, ça commence à piquer et la sécurité du projet, elle est quand même passablement entamée. Voilà. Et je vais peut-être compléter. Donc, c'est vrai que en fait, la base de la séquence ERC, c'est l'étude d'impact. Et l'étude d'impact, elle est faite sous la responsabilité du maître d'ouvrage et il n'est pas obligé d'avoir recours, au service d'un expert qui présente des garanties d'indépendance. Donc, c'est ce document-là qui va être soumis à l'administration. Et l'administration, notamment de l'environnement, souffre quand même d'un manque de moyens. Elle a des moyens limités, c'est pas du tout une question de compétence, c'est une question de moyens, donc ils ne peuvent pas passer autant de temps qu'il le faudrait, je pense, sur tous les projets qui leur sont soumis. Donc, il est possible que certains projets passent entre les mailles du filet et donc dans l'application effective de la séquence ERC. Et c'est pour ça qu'en contentieux, en effet, on voit on obtient notamment des annulations de projets parce que la séquence ERC n'a pas été bien mise en œuvre, notamment des mesures d'accompagnement qui sont en réalité des mesures, qui sont qualifiées d'accompagnement dans le dossier d'étude d'impact et qui sont en réalité des mesures qui visent à compenser une incidence résiduelle négative d'un projet. Donc, je pense que ça dépend, comme disait Bertrand, du porteur de projet. Et puis, avec l'avis du Conseil d'État du 9 décembre, en fait, les juges vont être amenés à se prononcer plus précisément, et je pense qu'on va avoir une jurisprudence qui va se dégager en fait sur l'interprétation ou l'appréciation des mesures d'évitement, de réduction et de compensation. Parce que les mesures d'évitement et de réduction conditionnent la nécessité d'obtenir une dérogation. C'est un vrai effet levier pour beaucoup de projets. Et après, l'effectivité des mesures de compensation, alors c'est déjà apprécié par les services de l'État pour savoir si oui ou non un
un projet qui a une incidence sur des espèces protégées peut être autorisé et c'est déjà apprécié par le juge quand c'est contesté l'effectivité de ces mesures par les opposants à un projet. Voilà ce que je peux répondre à cette question qui était en effet très pertinente. Alors, qu'en est-il des moyens de suivi des compensations? Est-ce l'OFB qui le fait? Alors, dans le cadre d'une ORE, lorsque la mesure de compensation fait l'objet d'une ORE, obligation réelle environnementale, il me semble que c'est ça l'acronyme, eh bien, le suivi est réalisé par une personne morale tierce qui assure le suivi sur la durée de l'ORE, de sa bonne mise en œuvre. Après ça, sur la responsabilité du suivi des mesures de compensation, soit il y a des mesures de suivi qui sont comprises dans l'étude d'impact et qui vont permettre de suivre l'évolution de cette compensation, et auquel cas c'est de la responsabilité de la personne morale qui contracte avec le porteur de projet. Et le rôle de l'OFB, là, je ne sais pas, peut-être que Raphaël a une info, mais je vous avoue que là, je ne sais pas. Moi, je dirais qu'ils vont plutôt contrôler, en fait, contrôler en pratique sur les sites la bonne mise en œuvre des mesures. Alors, une autre question. Le nouveau programme nucléaire français sera-t-il lui aussi soumis à cette même séquence ERC ou bénéficiera-t-il d'une dérogation à cette doctrine? Alors là, je donnerais bien ma langue au chat, mais Je ne sais pas, j'ai compris que il devait être soumis à un débat national, en tout cas que c'était la volonté de la Commission nationale du débat public, la proposition au gouvernement, mais que ça n'avait pas forcément été le choix qui avait été fait. Donc je me dis que si on s'est déjà affranchi en fait de cette concertation, de ce débat national, je ne sais pas si la séquence ERC sera bien appliquée à ce programme Et ceci dit, à ma connaissance, enfin, je ne crois pas que les textes soumettent un programme nucléaire général comme ça à une séquence ERC. La construction d'une centrale, je pense que oui, mais un programme une politique nationale, je ne crois pas qu'elle soit soumise à la séquence ERC. Alors, dans le cadre des ERC, on indique parfois des mesures d'accompagnement. Qu'est-ce qu'une mesure d'accompagnement? alors pareil, alors la mesure d'accompagnement, c'est encore une question de bon sens. C'est une mesure qui est en faveur de la biodiversité et qui ne vient en regard d'aucun impact résiduel. On n'a pas entendu Bertrand après qui ne vient en regard d'aucun impact résiduel. À la vie faune, mais qui ne vient pas en regard d'un impact spécifique sur une espèce protégée ou pas du site. Donc ça peut être de la recréation de milieux, ça peut être une mise en défense d'une zone de projet, ça peut être des mesures de suivi, mais le point commun de toutes ces mesures, c'est qu'elles ne viennent en regard d'aucun impact résiduel. C'est un peu la cerise sur le gâteau. Merci. Alors, autre question. Dans le quartier Le Pâté de Maison, chacun prend soin de son jardin et de ses habitants sauvages par des méthodes bio. Est-ce que les jardins qui forment un ensemble cohérent et de plusieurs centaines d'hectares peuvent constituer un lieu de compensation? Si oui, comment? Quelle démarche? Merci beaucoup. Alors, peut-être sur le principe de la compensation, il faut montrer un gain en fait en termes de biodiversité. Donc, si votre jardin est déjà optimal, il y a déjà des espèces de faune, de flore variées. Je pense pas que vous puissiez devenir un
un site de compensation parce que vous allez avoir du mal à démontrer le gain de biodiversité. D'accord. Donc, si vous avez terminé, on n'a pas reçu d'autres questions. Donc, je vous laisserai dire le mot de la fin. Ben, oui, on a terminé. Bon, merci Bertrand. Et puis, je te laisse clôturer. Eh ben, merci Raphaël, merci à tout le monde, même si on ne vous voit pas avec notre webcam. Et puis bientôt au prochain webinaire avec le cabinet Hugo Lepage. Oui, le prochain webinaire qui aura lieu demain à la même heure, consacré à la biodiversité et à l'urbanisme. Voilà, merci beaucoup. Merci, à bientôt. Au revoir.